Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine de géopolitique, Carte sur table, consacré comme chaque semaine au décryptage de l'actualité internationale, en compagnie de l'invité permanent de l'émission, Ibrahima Thiam, responsable sénégalais d'opposition et conseiller spécial de l'ancien Premier ministre Abdoulaye Mbaye, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Eh bien, nous évoquons dans ce magazine la situation à Gaza, après plus d'1 mois de guerre entre l'armée israélienne et le groupe terroriste Hamas. Une guerre qui, malheureusement, n'épargne pas les civils victimes des bombardements de Tsahal. Nous parlerons aussi de la rencontre mercredi à San Francisco entre Joe Biden et Xi Jinping, en marge du sommet de la PEC, le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ce qui constitue une première visite aux États-Unis du chef de l'État chinois depuis 2017. Dans cette émission, nous reviendrons également sur l'avancée des militaires maliens dans leur reconquête du nord du Mali aux mains des rebelles indépendantistes et la prise de la localité de Kidal, avec l'aide de leur supplétif russe, les tristement célèbres mercenaires Wagner, ainsi que sur la situation d'Ousmane Sonko, dont la présence au présidentiel de 2024 reste aujourd'hui hypothétique, sinon très compromise. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui Gaza, Mali, Madagascar, Sénégal, mais aussi San Francisco. Tel est le périple de notre magazine Carte sur table. Ibrahima Thiam, bonjour. Jean-Yves Duval, nous avons là à découvrir le sommaire de votre émission. Des sujets de réflexion intéressants et je vais m'efforcer d'être à la hauteur de vos questions. Je vous en remercie. Mercredi donc, les deux chefs d'État américains et chinois se sont retrouvés à San Francisco à l'occasion du sommet de la PEC. Cela fait 6 ans que Xi Jinping ne s'était pas déplacé aux États-Unis. Que faut-il, Ibrahima Thiam, attendre de ces retrouvailles sur fond de mésentente cordiale entre les deux grands? Ce sera aussi la deuxième rencontre entre les deux hommes depuis que Joe Biden a été élu président. Et vous avez raison, Jean-Yves Duval, cette rencontre se fait alors que les relations n'ont jamais été aussi tendues entre les deux présidents de la République. Il y a pourtant des sujets importants tels que le contrôle des armements et la non-prolifération. Des sujets sensibles à un moment où le monde ne s'est jamais autant réarmé. Nul doute que les deux hommes ont également abordé la question de Taïwan alors qu'il y aura des élections sur l'île l'année prochaine. Est-ce à dire que le grave incident du ballon espion chinois abattu par les États-Unis au printemps 2023 est aujourd'hui oublié et qu'on peut désormais passer à autre chose? Sur le plan politique, peut-être. En revanche, du côté des militaires américains, le ressentiment et la colère sont toujours là. Peut-être que la rencontre de San Francisco arrondira-t-elle les angles sur cet aspect des choses, mais rien n'est moins sûr. En revanche, question relations publiques, question économique, les choses sont au beau fixe. Et si on s'en tient aux échanges commerciaux entre les deux pays qui ont atteint un niveau record avec 690 milliards de dollars. C'est vrai, d'autant que ces dernières semaines
On n'a jamais vu autant de diplomates, d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise et d'étudiants chinois qui sont arrivés aux États-Unis. Ce qui confirme qu'au-delà des échanges commerciaux, les échanges humains sont eux aussi montés en flèche. Et tout cela est important au moment où on observe un ralentissement mondial de l'économie. Une personnalité chinoise a eu cette formule. Découpler la Chine des États-Unis équivaut à essayer de découpler la Terre de la Lune. Ce n'est pas possible. Est-ce aussi votre avis? Oui, car il y a entre les deux pays, sur le plan économique et commercial, une certaine interdépendance. L'un a besoin de l'autre et vice-versa. Il n'en demeure pas moins vrai que la Chine a aussi un autre fer au feu et s'emploie à diversifier ses échanges avec les pays émergents. Les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et ce qu'on appelle le Sud global. Reste aussi qu'à travers les déclarations d'amitié entre la Russie et la Chine, la question de Taïwan reste une épine dans le pied chinois et celle-ci impacte fortement les relations sino-américaines. C'est exact. Et Xi Jinping n'a sûrement pas manqué de rappeler à Joe Biden que la politique chinoise supposait une Chine unique et que de ce point de vue, la réunification de Taïwan n'est qu'une question de temps. Il y a là une ligne rouge infranchissable. Et sur ce point, Xi Jinping a un profond désaccord avec son homologue américain. Mais le fait que les deux hommes se soient physiquement rencontrés en territoire américain est plutôt une bonne chose. Les deux hommes les plus puissants du monde ont en effet insisté sur leur volonté de dialogue, Joe Biden assurant qu'il ne fallait surtout pas que leur rivalité ne dégénère en conflit, et Xi Jinping de son côté sur la nécessaire poursuite du dialogue entre eux. Plutôt de bon augure, n'est-ce pas? On ne peut en effet que se féliciter de ces progrès diplomatiques face aux défis mondiaux actuels et au climat de tension existant un peu partout sur la planète. Le dirigeant chinois a insisté en disant, je le cite, que la Chine et les États-Unis ne pouvaient se tourner le dos. Ajoutant, je le cite toujours, que la planète était assez grande pour que nos deux pays prospèrent. Cet avenir prometteur pour des relations bilatérales entre les deux pays est très encourageant. Reste à espérer maintenant qu'on va traduire tout cela en actes et que l'un ou l'autre ne pas chercher à envenimer les graves crises existantes, notamment celle de l'Ukraine, mais aussi le conflit entre Israël et le Hamas. Venons-en, si vous le voulez bien, à la situation dans la bande de Gaza, où après un peu plus de 3 semaines de guerre conduite par Tsahal pour démembrer les structures du mouvement terroriste Hamas et neutraliser les responsables de la tuerie du 7 octobre, l'objectif du gouvernement de Benjamin Netanyahou est en partie atteint. Sans doute à ceci près que ce but de guerre s'est fait aussi au prix de lourdes pertes de civils palestiniens victimes de bombardements aériens incessants. La victoire israélienne, si victoire il y a, aura un goût amer car elle sera le fait de dizaines de milliers de morts et de la destruction d'une grande partie des habitations de Gaza. Cette riposte est-elle proportionnée? Certains diplomates s'interrogent même si cela n'enlève rien à la cruauté des commandos du Hamas en territoire israélien le 7 octobre. D'où ma question. Face aux milliers de tombes de part et d'autre et des destructions terribles de centaines d'immeubles à Gaza, mais aussi au traumatisme psychologique d'un côté et de l'autre, comment peut-on imaginer qu'Israéliens et Palestiniens puissent un jour se réconcilier? C'est bien là tout le problème. Sans doute qu'en agissant ainsi, le Hamas savait qu'au-delà de saboter les relations qui s'établissent entre Israël et certains pays arabes, dont l'Arabie saoudite,
son attaque aveugle et meurtrière condamnait tous les accords de paix négociés péniblement jusque-là, depuis des décennies, par des personnalités israéliennes et palestiniennes de bonne volonté. Tout cela a aujourd'hui volé en éclats. Et tel un miroir brisé, on voit mal comment pouvoir recoller les morceaux. Il y a désormais trop de haine entre les deux peuples, une vengeance inassouvie pour qu'ils puissent, du moins dans les mois et prochaines années, espérer qu'ils puissent se retrouver autour d'une table pour parler de paix. L'innommable a été accompli et trop de sang a coulé d'un côté et de l'autre. Il faudra un temps qu'on ne peut estimer aujourd'hui pour panser les plaies et cicatriser les blessures. En rentrant dans la bande de Gaza, les troupes israéliennes, au-delà des centaines de kilomètres de tunnels, ont découvert des caches d'armes, des centres de commandement dans les sous-sols des écoles et des différents hôpitaux, et ce bien sûr au mépris des lois internationales. On sait aussi que la population n'a pas eu accès à ces tunnels pour s'abriter des bombardements. Alors comment juger un tel comportement de la part des dirigeants du Hamas vis-à-vis des habitants palestiniens? Comment s'en étonner quand on sait que ce mouvement terroriste s'est précisément abrité des raids israéliens au mépris de la protection des civils gazaouis, qu'il a investi des sommes considérables dans des infrastructures militaires souterraines au lieu de créer des usines de désalinisation de l'eau de mer afin de permettre aux habitants de ne plus dépendre de l'eau fournie par Israël. Que des sommes tout aussi conséquentes ont servi à acheter des armes en grand nombre plutôt que de faciliter la vie quotidienne des Gazaouis. Résultat, aujourd'hui, les immeubles de Gaza sont pratiquement détruits à 80% et on a assisté à une cohorte d'exilés s'enfuyant vers le sud de la bande en maudissant parfois le Hamas d'avoir provoqué ce chaos. Cela me confirme dans l'idée qu'il faut impérativement créer au plus vite deux États indépendants, dont l'un géré par des responsables palestiniens crédibles en dehors du Hamas et non corrompus comme peut l'être l'autorité palestinienne. Cela ne va pas être simple. Il y a du travail en perspective. Jeudi, 11,5 millions de Malgaches étaient appelés à voter pour élire leur président de la République, plus probablement réélure, Andry Rajoelina, qui sollicitait un deuxième mandat. 10 des candidats sur les 13 ont cependant appelé au boycott et la première interrogation concernait le taux de participation. Le sortant pouvait-il, dans ces conditions, espérer être élu dès le premier tour ? Tel était l'enjeu du scrutin. Quel regard, Ibrahim Thiam, portez-vous sur cette élection dans la Grande Île où l'opposition au pouvoir n'a jamais été aussi grande? On a en effet assisté à de nombreuses manifestations d'hostilité au président actuel, à qui on reproche en particulier le fait qu'il a acquis discrètement récemment la nationalité française, mais aussi l'arrestation de sa directrice de cabinet à Londres, prise en flagrant délit de corruption, sans parler de l'acquisition de la licence du logiciel espion Predator. Tout cela a pu avoir une influence sur l'élection. Par ailleurs, il n'a pratiquement tenu aucune promesse qu'il avait faite lors de son élection et aujourd'hui, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Si le président sortant a de fortes chances d'être réélu, en ayant cependant bafoué plusieurs règles constitutionnelles, on ne peut pas dire que le bilan de son mandat ait été particulièrement brillant. Mais, comme on le dit un dicton français, faute de grive, on se contente de merle. Il résume parfaitement, en effet, la situation de Madagascar. Et c'est ce que montre la désaffection des Malgaches pour le scrutin de jeudi. À ce jour, la participation connue serait en effet de seulement 37%. Il faut dire, comme vous l'avez rappelé, que la plupart des candidats ont eux-mêmes appelé au boycott de l'élection
Et pourtant, les attentes de la population de l'île sont fortes en matière de santé et d'éducation notamment. C'est dire que le résultat, quel qu'il soit, ne calmera pas la colère et la contestation dans le pays. Avant d'évoquer la situation du leader sénégalais du PASTEF, Ousmane Sonko, arrêté, emprisonné depuis quelques mois et pour lequel on attend la décision de son éventuelle éligibilité, j'aimerais qu'on évoque l'opération militaire qui a été conduite ces jours-ci dans le nord du Mali par les forces armées maliennes et leurs supplétifs de Wagner et la prise de la ville de Kidal, une ville aux mains depuis des années des rebelles indépendantistes alliés aux djihadistes. Assiste-t-on, selon vous, à un retournement de situation et un retour vers la souveraineté dans ces régions par la junte militaire au pouvoir? Apparemment, le sort de la bataille a été longtemps incertain, car ces forces ont opposé une vive résistance aux FAMA et aux mercenaires russes de Wagner, malgré une importante colonne militaire à la fois dans les airs et sur terre de l'armée malienne. La plupart des partis politiques maliens ne s'y sont pas d'ailleurs trompés, qui se félicitent de cette reconquête territoriale et de cette avancée vers une réconciliation nationale. Il reste encore beaucoup de chemin avant la réinstallation dans ce nord du Mali des services publics, éducation, santé, police, ainsi que le retour des réfugiés, car la ville est pratiquement désertée de sa population. Pour l'heure, les forces gouvernementales ont le contrôle de l'aéroport et des camps militaires. C'est un début, car rappelons-le, Kidal représentait un bastion de la rébellion depuis 11 ans. Il reste pour autant que les rebelles n'ont pas déposé les armes et promettent de nouveaux combats. Il faudra donc aux forces du colonel Goïta tenir le terrain et cela promet encore des jours difficiles. Alors venons-en donc avant de terminer cette émission avec la situation d'Ousmane Sonko, toujours emprisonné et dont le sort quant à son inscription éventuelle sur les listes électorales et donc une potentielle candidature aux élections présidentielles de février 2024 se débattait vendredi au cours d'une séance de la Cour suprême. L'État, on le sait, contestant la décision du juge administratif de Ziguinchor qui avait annulé sa radiation des listes électorales. La Cour de justice de la CEDEAO doit aussi dans le même temps faire connaître sa position suite au recours déposé par les avocats d'Ousmane Sonko. Quel est votre commentaire, Ibrahima Thiam, concernant cet épilogue judiciaire? Comme vous le savez, la Cour de justice, de son côté, a estimé que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits de Ousmane Sonko. Maintenant, la décision attendue était celle de la Cour suprême pour savoir si oui ou non l'opposant du PASTEF serait réintégré sur les listes électorales. Or, la décision de celle-ci a été de renvoyer l'affaire après avoir cassé le jugement du juge Sabassi Faye au tribunal de Dakar, qu'il a déclaré compétent, donc affaire à suivre. Eh bien, il me reste à vous remercier, Ibrahima Thiam, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je voudrais remercier également tous nos auditeurs pour leur fidélité renouvelée à chaque semaine à l'écoute de notre magazine. Et il me reste à vous souhaiter à tous un agréable week-end et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même heure si vous le voulez bien. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.